Allez, c'est parti. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Tout est impeccable? Tout est bon pour toi? On peut démarrer, Michael? Super. Allez. Bonsoir à tous et merci d'être là avec nous donc, dans ce webinaire AMA avec Michael Amar sur le Zoom de Blockchain HEC. Je suis donc David Servet, fondateur et président de Blockchain HEC qui a été créé en 2017 pour partager les connaissances sur l'économie du Web3, la blockchain et la crypto-économie, et aussi pour connecter les écosystèmes. Alors, je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires, HEC Alumni et HEC Paris, et tous les 70 speakers et sociétés qui sont déjà venus nous apporter leur éclairage sur l'univers du Web3, qui grossit de manière exponentielle, clairement. Donc, je rappelle que nous avons une à deux conférences par mois. La prochaine sera d'ailleurs avec Consensus le 7 avril. Et pour revenir au sujet d'aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Michael Amar, serial entrepreneur du Web 2 et du Web 3. Donc, en plus de nous parler de ses diverses expériences entrepreneuriales, Michael va nous donner un avant-goût de la Paris Blockchain Week Summit et Paris NFT Day, qui arrive à grands pas puisque les dates sont le 12, 13 et 14 avril. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur place, que Michael, pour vous dire que Michael offre à la communauté Blockchain HEC un discount de 30%. Donc, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui vont circuler dans le chat si vous souhaitez en savoir plus. Et puis enfin, Michael va nous expliquer tout au long de ce webinaire pourquoi il pense que le Web3 représente une vraie révolution industrielle. Nous aurons donc deux blocs de 30 minutes de présentation, 30 minutes d'échange, de questions-réponses. Et voilà, donc pour présenter succinctement Michael, tu es un serial entrepreneur dans le digital depuis 1994. Tu as créé plusieurs sociétés en France, en Israël, dans la Silicon Valley. Tu as par exemple lancé une société dans les premières monnaies digitales avec la création d'iFeelGoods. iFeelGoods qui a été créé sur la base d'un accord de distribution exclusif avec Facebook, qui avait lancé une première monnaie digitale qui s'appelle les Facebook Credits en 2009. Tu es ambassadeur de la French Tech, tu fais partie du Selection Board de Station F. Tu es entre autres investisseur chez Note Capital, un fonds Web3. En 2017, tu avais cofondé Chain Accelerator, le premier accélérateur européen de start-up dans la blockchain, que tu as revendu à Onyx en 2020. Ton actualité, c'est le Paris Blockchain Week Summit, donc le plus gros événement sur les crypto-monnaies en Europe, et le Paris NFT Day que tu co-organises. Donc, Michael, merci encore pour ta présence parmi nous et ton temps, et la parole est à toi. Merci de me recevoir. Alors, normalement, je ne suis pas très légitime pour parler de Web3 parce que j'ai plus que 20 ans. Et en fait, c'est des codes de la génération, de nouvelle génération dans les Discord et autres qui sont plus appropriés. Mais ma semi-légitimité, je l'ai eue parce que j'ai beaucoup travaillé sur des concepts qui sont très similaires. Donc, j'ai un peu parlé dessus parce que vous allez mieux comprendre pourquoi aujourd'hui je pense qu'effectivement, c'est une vraie révolution industrielle. Donc, effectivement, j'ai commencé dans le web en 94, c'est pour ça que j'ai plus beaucoup de cheveux, parce que j'essaie de vendre des sites web. C'est comme si vous essayez de vendre un site e-commerce dans le métaverse en promettant que les gens iraient vendre et feraient du revenu commerce aujourd'hui. Donc, c'est pas gagné. Et en 2000, on a voulu faire un site concurrent de Quelcou. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était comme Google Shopping, en fait. Sauf qu'on avait Quelcou qui était en face, qui était 100 fois plus gros. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire un programme de feed. C'était un peu innovant à l'époque. On voulait faire en sorte que les gens gagnent des points à chaque fois qu'ils allaient acheter. Donc, ça paraît basique, mais on s'est retourné avec mon associé, on s'est dit, mince, le petit problème, c'est qu'on n'a plus de sous, on n'a pas de sous, et on a promis des points, donc des cadeaux à des gens, et on ne sait pas quoi leur donner. Et on s'est dit, le seul truc qui nous reste, c'est notre boîte. Donc, on va donner des actions à tous les gens qui vont acheter chez nous. Il faut se remettre dans la mentalité de 2000, à savoir qu'il n'y avait pas de fonds, pas de business angel, c'est le marché. Il y avait juste ce mythe des startups, mais il n'y avait aucune structuration sur comment investir dans les startups. Donc, nous, on commence à lancer le projet, puis il y a un voisin avocat qui toque à la porte et qui dit expliquez-moi ce que vous faites. Il nous a dit mais est-ce que vous voulez avoir plus de 100 clients? Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas parce qu'en France, si vous offrez des actions à plus de 100 personnes, vous faites appel public à l'épargne. Et donc, vous devez aller voir l'AMF, ça s'appelait même pas l'AMF, ça s'appelait la COB à l'époque. On allait les voir, ils nous ont mis un coup de pied aux fesses. Et on est retombé dans les bras d'un avocat qui nous a trouvé, vous allez voir pourquoi je parle de ça un peu en détail, mais qui a trouvé une faille juridique qui était la compensation de créances.
Parce que normalement, pour faire un peu plus à d'épargne, il faut un prospectus financier, il faut faire plusieurs millions d'euros de chiffre, il faut que la boîte ait 5 ans d'âge. Nous, on était 2 sociétés d'information, 24 ans, enfin, le truc, on n'était pas dedans. Mais on a pu les forcer parce qu'on aurait pu les attaquer sinon en leur disant, écoutez, nous, on a une créance et le seul actif qu'on a, c'est nos actions. Si vous nous empêchez de le donner, vous nous mettez en défaut vis-à-vis de nos clients. Donc, il y a une notion de compensation de créance et on les a obligés de nous filer l'agrément. Mais ce qui veut dire qu'on devait faire un prospectus financier comme si on était coté en bourse tous les 3 mois, ce qui était assez dingue. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est qu'on a donc lancé en tout début 2000. Et là, j'ai vu la lumière pour la première fois sur la notion de, on va dire, d'actionnaire internaute. Parce qu'en fait, on avait des gens qui voulaient tous être dans une startup d'une manière ou d'une autre, qui achetaient chez nous, qui disaient à leurs beaux-frères, à leurs cousins, à leurs machins, à leurs voisins, achetez par ce site, comme ça, vous aurez des actions d'une startup. Et donc, j'ai vu qu'en fait, il y avait une vraie volonté du consommateur d'être pas juste un consommateur et de dépenser, mais d'être partie prenante du circuit économique qu'il crée. Et il y a des études d'ailleurs qui ont été faites là-dessus. Si vous avez des actions Total, par exemple, inconsciemment, quand vous allez prendre votre essence, il y a 2 stations, vous irez chez Total, mais sans même le savoir en tête, enfin l'avoir en tête. Et donc, j'ai vu que les taux de clic, les taux de transformation, les taux de repeat, la loyauté étaient incroyables quand on a pas permis aux consommateurs de participer à l'équation économique. C'était mon premier aha moment. Donc, j'accélère dans ma carrière. J'en ai eu un deuxième en 2009. Donc j'avais créé 3 boîtes entre 94 et 2007 que j'ai revendues. Et les gens qui nous avaient acheté en 2010, en 2007 avaient un bureau de recherche et développement à Palo Alto en Californie. Je suis allé pour 1 an initialement. En fait, je suis resté 10 ans là-bas parce qu'en 2008, je trouve un article du New York Times qui parlait de Farmville. Alors, vous êtes tous probablement très jeunes, mais Farmville, c'est un des premiers réseaux, jeu social en fait. Donc, c'était même pas encore sur iPhone. Il fallait élever une ferme virtuelle, il fallait de l'engrais, il fallait faire traire des vaches, etc. Et il y avait une expérience avec ça. Et ça faisait déjà des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier. Et on voyait qu'en fait, dans l'article du New York Times, il disait que les joueurs moyens, c'était pas des ados boutonneux, mais c'était des femmes de 43 ans, 2 enfants. Incroyable. Et moi, ça m'avait sidéré parce que j'avais travaillé avec plein de marques avant qui cherchaient ce démographique qui est la shoppeuse type. On payait déjà 3, 4, 5 euros du clic pour la faire venir sur un site à l'époque. Et là, la ménagère, elle passait 4 heures par jour à cliquer un peu bêtement sur une souris pour fertiliser. Voilà. Enfin, c'était complètement aberrant. Et donc, ça me travaille. Puis un jour, un ami m'invite chez Facebook. C'était un petit Facebook à l'époque, en 2009. J'étais tout content. Je fais des photos de la cafette, je les poste sur Facebook. Et puis, mon pote me demande, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dis, écoute, ça me travaille. Je lui explique l'article. Et là, il y a un Indien qui me tape sur l'épaule. C'est vraiment une histoire vraie que je vous raconte. Et qui me dit, écoute, Facebook est en train de lancer une première monnaie virtuelle qui s'appelle le Facebook Credit, qui permettra d'acheter des engrais, des power-up, en fait, une monnaie virtuelle pour les jeux, mais aussi pour voir des films. Il n'y avait pas encore Netflix à l'époque. On pouvait voir en streaming des films sur Facebook. Et donc, c'était la monnaie de Facebook. Et il m'a dit, si tu crées une boîte sur ce concept-là, je te donne une exclusivité totale sur la monnaie de Facebook. Donc, tu seras le seul à part nous qui pourra le faire. Donc, moi, je dis banco. Bon, je connaissais personne. Je connaissais mon agent immobilier et c'est tout. Mais histoire à l'américaine, en 6 mois, on lève près de 20 millions de dollars. On fait un chiffre incroyable. On signe quasiment 200 des 500 plus grosses boîtes américaines avec une plateforme marketing qui faisait acheter chez Walmart, gagner des Facebook Credits. Faites un check-in chez Gap, gagner des Facebook Credits. Et là, ça a été mon deuxième wow moment. Pourquoi? Parce que j'ai vu que donner de la monnaie virtuelle instantanément, donc la notion de instant gratification, direct deposit, API to API, ça avait un impact incroyable sur le consommateur. Le fait qu'ils ne doivent pas attendre que le courrier avec le cadeau arrive X jours après, mais qu'ils puissent tout de suite bénéficier du jeu ou du film qu'il a gagné, on voyait des taux de clics, taux de transformation, taux de repeat, taux de fidélité que je n'avais jamais vu ailleurs aussi. Donc, c'était vraiment incroyable. Donc, j'accélère. 6 mois après notre levée de fonds, il y a Facebook qui nous renvoie un mail en disant qu'en fait, Mark Zuckerberg ne croit plus à la monnaie virtuelle et qui shut down l'API 30 jours après. Donc, c'était un gros moment de solitude. Donc, on a pivoté la boîte et elle fait toujours du marketing de loyauté, pas avec des Facebook Credits et elle marche très bien. C'est Feel Good. Je suis rentré en 2017 pour raison perso. En
en France. Et là, je me suis plus investi dans la crypto. J'ai donc fait l'accélérateur où j'ai vu plein de startups à l'époque des ICO. C'était très intéressant, mais un peu trop de volume. Tu t'en rappelles un peu, je pense, David, c'était un peu la folie. Et l'année dernière, vraiment, l'été dernier, je me penche sur des NFT et là, je vois la conclusion de tout ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière, en fait. Je vois cette notion que j'ai dit 2 fois, qui est le consommateur, je pense qu'il a un peu marre de parfois être un peu le dindon de la farce de l'équation économique. C'est-à-dire que j'achète un t-shirt cher parce qu'il y a une virgule dessus. Je cite cela, j'aurais pu citer d'autres. Et en plus, je leur fais de la pub en le portant. C'est pas, je pense que c'est asymétrique, en fait, comme relation. Je pense que le consommateur, c'est lui qui a les clés en main de l'équation économique, à la fois pour les salariés, mais aussi pour les actionnaires des sociétés. Donc, je pense que le Web3, c'est quoi? Ma petite définition, mais il y en a autant que de gens qui s'y intéressent. Moi, je vais vraiment parler des NFT et un petit peu du métaverse. Et je vous donne quelques bullet points qui font que voilà, j'y crois totalement. Donc, il y a une promesse un peu humaniste, comme la crypto a été un peu banked the unbanked. C'est la personne en Afrique qui n'a pas accès à un compte bancaire, où c'est vraiment galère, ou alors elle va recevoir l'argent depuis l'étranger avec sa famille qui travaille à New York pour lui renvoyer, mais qui utilise Western Union et qui prennent des commissions indécentes. Ça, c'est cassé, c'est vraiment dommage. Il y a des gens qui en profitaient trop. Et ça, c'est cassé grâce à la crypto ou quelqu'un qui a un téléphone a un compte bancaire. Donc, cette notion de bank DM Bank, elle existe aussi dans les NFT. Pourquoi? Imaginez que vous êtes un petit artiste en Afrique, vous avez un talent, mais avant de vous faire repérer par une galerie à Londres ou à Paris, vous n'avez aucune chance, enfin statistiquement aucune. Mais là, vous pouvez faire un petit dessin sur votre téléphone, une photo que vous avez prise, vous l'uploadez sur OpenSea. Pour ceux qui découvrent Web3, c'est un peu le Amazon des NFT, qui va prendre d'ailleurs que 15% de commission comparé aux 50% d'une galerie à Paris. Si quelqu'un l'achète à 300 €, c'est déjà très beau. Mais surtout, la magie, c'est que dans les NFT, comme vous le savez peut-être, il y a une sorte de lifetime royalty. En fait. Donc, dans le code du NFT, on marque en fait qui est le créateur et on peut définir une commission ad vitam aeternam. Donc, non seulement pour sa durée de vie à lui, mais ses descendants sur autant de générations qu'il est possible d'avoir. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si cet artiste a été repéré par quelqu'un d'autre, un collectionneur qui va mettre 5 000 €, il va toucher une commission. Si c'est vendu à 100 000 derrière, il va toucher une commission à chaque fois. Et donc ça ouvre une possibilité qui est juste incroyable. Et si on réfléchit encore à la notion de fair value, il y avait la fair value pour le consommateur dont j'ai un peu parlé, mais la fair value pour l'artiste, c'est quoi? Picasso, il a vendu son tableau une fois, il a gagné de l'argent une fois, ça a vendu 50 fois derrière. Pour moi, dans l'équation économique, il s'est fait avoir, en fait. Et le Web3, les NFT, par exemple, répare ça. Ensuite, on peut parler du statut social. J'aime bien donner l'exemple d'un jeune ou d'une jeune. Si on lui propose aujourd'hui une Rolex ou un vrai sac Gucci, s'il a 17 ans, sac Gucci, on peut peut-être le sortir qu'avec les copines, et peut-être même pas tous les week-ends, et la belle montre aussi. Et du coup, on va le montrer à quoi? 5, 10, 15 amis. C'est pas énorme comme reach. Mais par contre, là, on passe notre vie, c'est sur le digital, on passe quasiment un tiers de notre temps, que ce soit notre photo de profil sur Twitter, notre avatar, dans un metaverse plus prochainement. Et là, on n'a pas qu'un spot, en fait, qui vont voir ce qu'on porte. Là, on a 4, 5, 6 000 followers. Et donc, on a envie, quand on porte des marques sympas, c'est pour un peu frimer, c'est pour Prague, etc. Dans la vie digitale, c'est la même chose, sauf qu'en fait, il y a encore plus d'impact. Il y a encore beaucoup plus d'impact. Et donc, je pense qu'on a le statut social qui est en train de bouger. Moi, je vous donne un exemple. J'ai jamais porté une montre qui doit faire plus cher qu'une Apple Watch, je pense. Mais en fond d'écran, j'ai mon Bored Ape qui vaut beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais du coup, c'est un statut social, c'est un nouveau statut social. Et encore, quand je parle des plus jeunes, je pense vraiment que non seulement, je pense qu'une jeune pourra très vite, si ce n'est pas déjà un sac Gucci en digital collectibles, avec la notion qu'il est unique en plus, contrairement à un sac Gucci qu'elle va acheter en physique. Et donc là, le bragging right, il est encore beaucoup plus fort. On a vraiment une pièce qui est unique au monde. Donc c'est un deuxième layer en fait. Ensuite, on peut parler des NFT comme moyen de financer. Donc financer des films, financer des jeux. On voit beaucoup d'initiatives en ce moment sur les projets
qui sont, je te dis, par exemple, il y a Fluff qui est assez connu. Fluff, ça, ils vous font un beau lapin en 3D, c'est sympa, c'est mignon. Bon, après, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets sur ma télé, sur ma montre, d'accord. Après, ils vous vendent un petit cerveau, vous achetez aussi un NFT, puis vous collez sur votre lapin, et ça le rend interopérable pour jouer dans des métaverses. Mais en fait, l'histoire, c'est comme l'histoire de Sandbox. Au départ, ils voulaient faire un jeu, ils avaient une idée de jeu, comme Fluff, ils n'avaient pas les moyens, et il faut 2-3 ans en plus pour le créer, et quelques millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu les caractères du jeu pour financer le jeu. Et ça, c'est une révolution. Alors vous allez me dire, non, c'est pas une révolution parce que c'est comme du crowdfunding. Ouais, mais crowdfunding, vous ne pouvez pas revendre votre slot. Là, le NFT, finalement, le jeu ou l'argent, vous avez envie de l'utiliser pour faire autre chose, vous pouvez revendre. C'est quelqu'un d'autre qui aura participé au financement. Donc, on peut imaginer que le prochain film de Matrix, je ne sais pas quelle série on est, 8, 9, 10, bah, le prochain, ils vont faire le caractère de Matrix, qu'ils vont vendre pour financer le jeu, le film, dans ce cas-là. Et peut-être un jeu aussi. Et peut-être un jeu. Ensuite, j'aimerais faire un petit focus sur la collection qui est la plus connue, qui sont les Bored Ape. Donc, ceux-là, quoi, qui sont... ces singes. Comment ça s'est passé, cette histoire de Bored Ape? C'est incroyable que tu aies ça au poignet. Ouais. Écoute, c'est vraiment une histoire de dingue. Donc, c'est 4, je vous fais vite fait l'histoire si vous ne l'avez pas lu récemment, mais c'est 4 jeunes qui étaient licence de philo, donc un truc qui n'a rien à voir. En mai l'année dernière, ils se sont dit, on va lancer une collection de NFT, on va faire des singes avec un look un peu sympa, mais en même temps, c'est pas du Picasso. Et contrairement à d'autres, et notamment les CryptoPunks qui étaient beaucoup plus vieux, entre guillemets, si on peut dire, parce que c'était sorti en 2017, eux, ils se sont dit, mais par contre, on va créer cette édition limitée de 10 000 singes, mais on va donner les droits totaux à la personne qui les achète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai ce singe-là, et si donc les gens qui sont dans le Web3 reconnaissent que c'est un Bored Ape, ils savent que c'est. La marque vaut 5 milliards. Il y a Anderson Horowitz qui a investi la semaine dernière, qui a annoncé la semaine dernière son investissement à 5 milliards. Donc moi, si demain, je veux ouvrir un magasin et je vends du merch, des casquettes, des t-shirts, ce que vous voulez, des posters ou des tableaux avec ce singe, dont la marque vaut 5 milliards, je leur paye 0 royalty. Rien. Ah oui, pas 1 euro. Si demain, je veux faire un film avec ça, un dessin animé, etc., j'utilise une super marque mondiale et ça m'a juste coûté le prix du Bored Ape. Donc ça, cette notion-là, ça a été un déclencheur. Après, ils ont aussi été assez intelligents. Donc pour nourrir la communauté, ils ont airdroppé gratuitement un mutant. Puis ensuite, ils ont droppé un chien. Ensuite, ils ont fait un événement. Ils ont loué un yacht à New York. Et on pouvait rentrer dans le yacht que si on montrait dans notre wallet, on avait bien un Bored Ape. Donc là, on peut penser Next Generation Membership. Pour ceux qui s'intéressent de près au marketing, il y a un élément dont personne ne parle sur l'intérêt, ou très peu de gens on parle sur l'intérêt du Web3. C'est que moi, je me suis trompé pendant très longtemps, et je me trompe encore, mais je pense que bientôt j'aurai raison. Je dis depuis très longtemps que l'email est mort. Parce qu'en général, quand j'envoie un email à quelqu'un de 20 ans, il n'y a plus l'effet boomerang, quoi. J'envoie jamais la réponse. Donc, je pense que les taux de clics, vous demandez aux e-commerçants, les taux de clics, de transfo, ça s'érode énormément. Mais par contre, c'est un canal qui est monstrueux, c'est plus rentable pour tout le monde. Donc, comment faire pour le remplacer? Eh bien là, on a le nouvel email. On a le wallet. Le wallet, il est public. Donc, ça veut dire que tout le monde peut savoir ce que vous avez dans votre wallet, mais littéralement ce que vous avez dans votre portefeuille, voir quel type de NFT vous avez, combien vous en avez. Est-ce que vous êtes plutôt un spéculateur et qui va les garder 1 jour, 2 jours, 3 jours et essayer juste de faire de l'argent dessus, ou plutôt vous êtes quelqu'un qui a confiance ou une bonne relation avec les marques dont il a acheté ou reçu des NFT et les conserve ces NFT, donc c'est un client plutôt fidèle, on va dire. Et si vous êtes plutôt dans le sport, dans le luxe, si vous avez des moyens, si vous n'avez pas de moyens. Et ces informations-là, elles sont cruciales. Et souvent, on peut les croiser avec les informations social media. Parce que oui, le wallet est, entre guillemets, anonyme. Mais souvent, quand vous êtes sur OpenSea, vous voyez le wallet d'une personne, elle a envie d'être visible et donc elle va lier son compte Twitter, donc vous pouvez scraper. Donc, ce que je suis en train de vous dire pour les marketeurs, c'est que vous avez la possibilité de vous créer comme les premières bases email, en fait. Au début, c'était sympa. Moi, en 95, quand on m'envoyait mon premier email, j'étais tout content. Le deuxième, j'étais content.
Bon, après, au 100 millième, je pense qu'on est plus content. Mais au début, il me fallait juste l'adresse email. C'était déjà un motif de calibrage CRM qui était énorme. On a une adresse email. Puis, on voulait le démographique. Puis, on voulait l'ensemble des informations qui sont possibles et imaginables. Mais là, on a la deuxième dimension avec les wallets où on peut dropper. Au lieu d'envoyer un email, en fait, on va dropper un NFT. Mais le NFT, c'est le même message qu'on envoie par email. Ça va être une carte de feed, ça va être accès à une vente privée, ça va être un coupon de réduction, une carte cadeau, etc. Donc, il y a cette dimension de CRM qui est en train de basculer aussi sur Web3. J'essaie de voir si j'ai pas un ou deux. Voilà. Ouais, juste un mot sur le métaverse. Après, je vous parle de la conférence si on prend les questions, si ça vous va. Donc, métaverse, c'est encore embryonnaire. Hein. Donc, je crois que c'est Decentraland. Me citez pas, mais j'ai cru entendre que c'était 6000 visiteurs uniques. Donc, vous avez peut-être des sites web qui font plus que ça. Et donc, c'est rien du tout, en fait. Donc, il y a des superbes expériences. J'ai vu l'Open d'Australie, j'ai pu rentrer dans le terrain, j'ai pu faire des choses sur Decentraland, mais j'étais tout seul pendant une demi-heure, je naviguais. Donc, c'est encore beaucoup de bruit pour rien. Mais en même temps, on peut imaginer que si Facebook met 10 000 développeurs pour développer le méta et qu'il faut donner une vie aux NFT, elles ne vont pas rester dans ma montre, elles ne vont pas rester sur ma télé Samsung où je vais juste montrer ma profile picture NFT. Il faut que ça vive et que ça interagisse. Donc, ça va être une continuité de soi-même dans un métaverse. Aujourd'hui, il y en a une dizaine. Il y a des Français, enfin, ils ont été rachetés. Sandbox, vous les connaissez, il y a des Decentraland. Aujourd'hui, il faut regarder, il faut être curieux, mais je pense qu'on est à 4-5 ans du vrai usage sur les métaverses. Donc rapidement, donc moi je suis co-organisateur de la conférence Paris Blockchain Week Summit. On est à notre 3e édition, la 2e en physique, qui s'annonce assez exceptionnelle cette année. Je vais vous donner par exemple certains des speakers qu'on a. On a le fondateur de Binance, CZ, on a le CEO de Ripple, on a le CEO de FTX, on a le fondateur de Algorand, on a Tim Draper, on a le CTO de Bitfinex, CEO de Celsius, le cofondateur de Solana, cofondateur de Sandbox. Wow. Donc, voilà, que les meilleurs au monde, en fait. Et on est super content. On a plus de 200 partenaires. On attend plus de 3000 personnes. Donc, les 13 et 14 avril. Et pour la première édition, le 12 avril, on fait un focus que NFT et Metaverse. Où là, nos speakers sont des gens qui viennent du sport. On a le CEO de Socios, on a le coach de Serena Williams, on a le CEO d'Animoca qui va être là, on a le CEO de Socios, on a le cofondateur de Artefact qui s'est vendu à Nike, on a des artistes qui seront là. Et donc, il y aura aussi un espace événementiel. Donc, il y aura beaucoup de conférences, il y a 3 stages. Il y a aussi des sessions d'onboarding, c'est comment je crée mon wallet, comment je vais dans un métavers, etc., comment j'achète mon terrain. Et des expériences un peu, voir du digital art. Il y aura des live auctions aussi. Vous pouvez acheter votre NFT en direct. Vous pouvez gagner des NFT des speakers. Et si vous gagnez le NFT du speaker, vous pouvez en fait avoir 15 minutes de rendez-vous avec lui. Donc, il y aura des formats assez faits. Et donc, ça, c'est le 12 avril. Et ça se passe comme la Paris Blockchain Week Summit au Palais Brognard dans 10 jours. Excellent. Merci beaucoup. Alors, peut-être... Alors, je ne sais pas, je t'ai dit merci beaucoup. Continue hein, si tu veux. Que... Non, il y avait les questions, les tiennes, voilà. Donc, ouais, ok. Il y a une première question que je vois, mais on est bien dans l'avance, hein, on est à 4 minutes des 30 là. Donc, si, si toi aussi tu veux continuer, peut-être... Bon, on peut passer aux questions. Oui, complètement. Alors, première question de Benjamin. Quelles seraient les barrières à l'entrée spécifiques au projet NFT? Ouais, alors il y a eu 2 périodes. Il y a eu mai à janvier où c'était facile, où en fait on pouvait faire des dessins à la con et faire des NFT et prendre 1, 2, 3 millions, etc. Ça c'est mort, c'est fini. Il y en a eu trop, il y en a encore beaucoup. Mais du coup, maintenant il faut que le projet ait une vision, une utilité, une vraie roadmap. Et donc les barrières à l'entrée, elles sont monstrueuses, elles sont pas techniques. Enfin, quand je dis elles sont pas techniques, le marché est encore tout petit. Et une des raisons pour lesquelles le marché est petit, c'est que même les gens qui ont de la crypto, il n'y a qu'une fraction d'entre eux qui ont acheté des NFT. Je crois qu'en France, il y a 8% des gens qui ont de la crypto et 1 ou 2% qui ont acheté des NFT.
parce que c'est encore super compliqué, il faut faire du MetaMask. J'ai vu une étude qui disait 3%, ouais. 8% Ouais, de crypto et 3%. Mais effectivement, après, tous ces chiffres, voilà. on peut dire n'importe quoi. Mais donc, c'est encore hyper compliqué. Par Ouais. exemple, jusqu'à peu, l'annonce aujourd'hui d'OpenSea qui accepte Solana, mais avant, je voulais acheter des NFT sur Solana, sauf que je suis sur une tablette iPad et sur iOS sur mon phone, et leur wallet qui s'appelle Phantom ne marche pas sur iOS. Il fallait que j'emprunte le PC de mon fils pour acheter. Ça n'a pas de sens. Ouais, Donc tout ça, de grosses barrières à l'entrée, elles vont forcément s'ouvrir. bien sûr. Il y a notamment Coinbase qui va annoncer très prochainement son wallet NFT, ce qui veut dire que les gens qui ont déjà de la crypto chez Coinbase, ils n'auront qu'à faire un slide, pardon, pour schématiser et pourront acheter leur NFT. Donc ça va aider. Donc il y a déjà des freins, je veux dire, consommateurs, mass market. Et pour répondre plus précisément à la question sur la barrière d'entrée, c'est pas la techno, faire un smart contract, c'est 1, 2, 3 jours. Setup un Discord, c'est 1, 2, 3 jours. C'est de réfléchir déjà à la token économique. C'est combien je lance de NFT, mais surtout quelle est la valeur de mon NFT. Donc, si vous n'avez pas bien pensé à quoi ça sert, mais à quoi ça sert aujourd'hui, à quoi ça sert demain, et à quoi ça servira après-demain. Donc, il faut vraiment dire, voilà, je vais faire un jeu, donc je vous vends l'avatar, et que ce soit dit, que ce soit écrit, et que si je lève tant, ça me permettra d'être dans ma roadmap dans 3 mois à telle étape, et dans 6 mois à telle étape, etc. Donc, si vous n'êtes pas précis sur votre roadmap, il y a très peu de chances que vous vendiez. Et sur l'utilité que va donner. Si vous êtes une marque, l'utilité, elle peut être assez basique. Ça peut être coupon de réduction, déjeuner, la meilleure carte permet de déjeuner une fois dans l'année avec le CEO de la boîte, ou de visiter le magasin d'usine, ou des tactiques marketing qu'on peut utiliser déjà par ailleurs. Mais la vraie difficulté, c'est le marketing. C'est dur et pas dur. C'est pas dur parce qu'on sait où est l'audience. L'audience, elle est sur Twitter et Discord. Voilà. Là, vous avez tout le Web3, en fait. Rapidement, je peux donner l'exemple d'Adidas. C'est un exemple que je vais donner. Ils ont été super malins. Donc, Adidas, ils ont d'abord acheté un Bored Ape et ils l'ont mis sur leur profile picture sur Twitter. Juste en faisant ça, ils ont pris toute l'audience Web 2, social media qui aimait le Web 3. Ils se dit, wow, trop cool. Il y a même, j'ai vu un tweet, et je pense qu'il vaut plus cher que le Ape, qui disait I've been a Nike fan, I've been a lifelong Nike fan, but now Adidas, you got me. I'm Adidas forever. Donc, il vaut très, très cher ce tweet, comme tu peux imaginer. Mais le mindset du tweet, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu es dans le Web 3, tu es un peu visionnaire. C'est comme quand tu es dans le web au début. Tu veux que les gens viennent parce qu'en fait, si tu restes tout seul, ça ne marchera pas. En fait. Exact. Si on n'est que 500 à acheter des NFT à Paris, on ne fera pas un truc pour le PSG. Enfin, je donne un exemple. Donc, il faut qu'il y ait plus de monde. Sinon, et du coup, tout le monde dans l'industrie passe du temps à essayer d'onboarder, à expliquer gracieusement pour faire venir la masse, et mass market. Et donc, quand il y a une marque qui a un pouvoir énorme, parce qu'ils ont déjà beaucoup de followers, qui prend le pas, alors tout le monde les aide et suit. Et donc, ils ont réussi ça. Ils ont pris, je sais pas, un nombre énorme de followers. Deuxième étape, ils ont vendu un NFT. Ils ont réservé 80% des NFT à les gens qui avaient déjà un Bored Ape. C'était ça valait déjà 700 balles le NFT. C'est parti en 2 secondes. Ils ont laissé une partie donc au public à 0,7 Ether. Ça valait 2500 €. Et tu as quoi pour ce NFT? Tu as le droit à un tracksuit jaune slim fit avec un beanie et des gants. Quoi. Et donc, ça fait un peu cher. C'est pas Prada, je parle d'Adidas. Ils sont partis en 2 secondes. Ils ont fait 100 millions. Wow. La direction générale d'Adidas n'était pas au courant. Et je connais le chef de projet chez eux qui s'est fait convoquer. C'est quoi cette ligne à 100 millions là? Viens nous expliquer. Incroyable. Mais en fait, ils ont fait quoi? Avec la promesse du Web3, ils ont pris l'audience. Donc, je vous invite très vite, parce que le message sous-jacent, c'est tenter des choses très, très vite parce que le trafic est très peu cher, on sait où il est et on connaît les tactiques pour le faire. Ça va être beaucoup plus cher. C'est comme les promesses d'adresse email, on les avait gratos. Quelques années après, ça a commencé à coûter très cher les bases de données. Donc, on en est là. Oui, je pense. Et donc, barrière à l'entrée, donc on sait où ils sont. Donc, il faut connaître le game. Et donc, il faut avoir des jeunes qui comprennent Discord sous le bout des doigts, qui connaissent les codes, qui savent dire WAGMI, GM, GN, NGMI et tous les acronymes du métier. Et donc, il faut s'entourer de jeunes et faire très vite. Et donc, ça vous permet d'avoir du trafic. Il faut être très bon sur Twitter en gros sac. Mais sachez aussi qu'il y a encore très peu de monde. Si vous êtes un marketeur dans la vie réelle et vous voulez faire une campagne, vous prenez un influenceur. Si le mec il n'a pas 1 million de followers, vous ne le regardez même pas.
Par contre, dans le Web3, si le mec il en a 10 000, c'est déjà quelqu'un. Et donc, parce on est encore hyper embryonnaire. Mais ce même 10 000, ce même influenceur à 10 000 ou peut-être 20 000, il va vous facturer un tweet d'influence à 80 000 $. D'accord. Donc, il y a beaucoup de tactiques à employer. Et donc, la plus grosse barrière à l'entrée pour lancer une campagne, c'est de bien réfléchir au marketing de la campagne NFT. Et pour vous donner un chiffre, si vous avez un prévisionnel de combien vous pensez générer sur votre campagne NFT, votre budget marketing doit représenter à peu près 40% de ça. Wow. Sauf si vous avez un unfair competitive advantage et que votre sœur, c'est Lady Gaga ou un tel, et du coup, ils vont faire la promotion. Mais sinon, il y a un vrai savoir-faire marketing à acquérir très vite. Très clair, merci beaucoup. Alors, question suivante de Hugo. Donc déjà, il te remercie. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu penses des DAO? Le concept, il est fabuleux. Le concept est fabuleux. Voilà encore, le consommateur, il a son mot à dire. Quand j'explique le Web3, je donne un autre exemple très schématique. Mais imaginez Facebook et Bookface. D'accord? Bookface, c'est exactement le même que Facebook. Sauf que si vous acceptez de recevoir de la pub, enfin, déjà, vous pouvez décider ou pas d'avoir de la pub sur Bookface. Et si vous acceptez, vous avez une partie des revenus qui viennent. Vous pouvez voter sur la couleur du logo, mais aussi sur la politique des fake news. Lequel vous préférez, Facebook ou Bookface? C'est ça le Web3. Mais vraiment, c'est ça. Alors, c'est pas encore ça parce qu'on n'a pas encore un Bookface, mais il y a Steemit qui bosse sur un concept similaire depuis 4 ans, et un jour, ça va arriver. Donc, la DAO, c'est un peu ça. C'est en fait une gouvernance décentralisée. Donc, je pense que le concept est magnifique pour beaucoup de choses, même dans la vraie vie. On l'a vu pour les masques. Les régions géraient mieux le supply des masques que quand c'était centralisé par l'État. Mais en même temps, il faut faire attention, parce qu'on le voit déjà, il y a donc les Bored Ape ont fait une énorme DAO quand ils ont lancé leur token la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse décision à prendre, donc il faut voter. Mais quand je suis 1 sur 10 000, ma voix ne passe pas beaucoup. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais des alliances avec les autres. Et ben, je me retrouve avec le Parti Socialiste et avec LR, quoi. On se retrouve très vite avec 2 blocs et du coup, c'est centralisé quand même d'une manière ou d'une autre. Mais ça va dans le bon sens, en fait. Le consommateur, en tout cas, a sa voix au chapitre. Et après, on a en France un souci légal, c'est que ce n'est pas du tout encadré légalement et qu'on ne peut pas faire une DAO en France facilement. Donc il n'y a pas encore, voilà, c'est pas encore clair. Question de Valentin. Donc, merci pour cette intervention passionnante. Le métavers sera-t-il un lieu de concurrence pour les entreprises à l'avenir? Ouais, c'est comme une nouvelle ville. Dubaï n'existait pas, je sais pas, il y a 30 ans. Maintenant, aussi, il y a Gucci, il y a Rolex, il y a Zenith et Prada qui veulent y aller, donc ils se font concurrence. C'est un nouvel univers sur lequel les gens vont passer beaucoup de temps. Faut le voir un peu comme du real estate et ça va se tirer la bourre. Ouais. Ça commence déjà à coup de communiqué de presse, mais ça va se tirer la bourre pour avoir l'attention du consommateur et son temps et son argent. Complètement. Question de Sylvie. Quels sont, selon toi, les critères de sélection les plus pertinents pour acheter un NFT? Ça, c'est la question. Alors, il y a l'acronyme qui est DYOR, Do Your Own Research. Donc, ouais, ne pas le faire au hasard. Ça veut dire qu'il y a souvent un white paper. Imagine que c'est un truc, je sais pas, dans le tennis, que tu aimes le tennis. Donc déjà, tu es dans un univers que tu connais. L'Open d'Australie, où là, il y a un projet avec le projet Serena Williams. Tu comprends. Si l'avantage, c'est d'avoir un discount ou que tu peux avoir une interview exclusive avec un joueur ou de rencontrer un joueur, etc., c'est quelque chose que tu apprécies. Donc, tu as une sorte d'affection sociétatis avec la marque ou le projet. Donc, déjà, ça va te guider plutôt vers le tennis que la photographie si tu connais rien, par exemple. Donc, déjà, tu vas prendre un peu ton secteur où tu te sens bien ou qui est une passion. Deuxièmement, il faut regarder l'équipe du projet pour voir si on passe par avec la caisse, ce qui est le cas de 90% des NFT. C'est s'ils se barrent avec la caisse et qu'il n'y a plus de vie dans le projet après, ça va péricliter, ils ne vont pas délivrer et tu ne pourras pas le revendre. Troisièmement, il fallait quand même que tu réfléchisses avant d'acheter, si tu l'achètes pour spéculer ou parce que tu es vraiment amoureux du concept ou du projet.
Si tu veux financer un film, tu veux vraiment que le film voit le jour, tu n'as pas forcément envie de revendre parce que tu auras le droit d'aller à l'avant-première si tu as le NFT. Donc ça, tu vas vouloir le garder. Si par contre tu te dis, waouh, il y a très peu qui ont pu en avoir, je vais le revendre 3 fois le prix, comme un billet pour aller à un spectacle ou un match. Donc ça dépend aussi de ton mindset. Ensuite, c'est bien d'avoir des copains qui savent mieux que toi. C'est ce que je fais encore. Essayer de rejoindre des Discord, des groupes. Et oui, je vous invite à le faire. Donc, quand vous regardez vraiment un projet, allez dans Twitter, allez dans le Discord, regardez comment ils parlent et regardez l'utilité du projet, ce que disent les autres, les critiques et surtout les prochaines étapes. Et donc la roadmap. Très clair. Et après, une petite tactique pour ceux qui veulent trader, vraiment spéculer. N'en achetez pas, achetez-en 3. Je vous explique pourquoi. Parce que parfois, j'en ai acheté un. Il fait x3. C'est super, je vais le vendre. Ah, mais tout le monde me dit qu'il est bien. Je le garde. Il fait x5, x10, x13. Je l'ai encore, je ne l'ai pas vendu. Pourquoi je ne l'ai pas vendu? Parce que j'en ai qu'un. Mais si je pouvais me permettre et que j'avais une conviction aujourd'hui, si tu en achetais 3, ce que je fais maintenant, alors on pourrait le faire quand c'est déjà des projets qui sont très matures, mais quand vous êtes au tout début, donc ce qu'on appelle le minting du projet, si vous y croyez, achetez-en 3, parce que du coup, si ça fait x2, x3, vous en vendez un, vous êtes beaucoup plus détendu après pour. Si ça fait x10, vous en vendez un deuxième, et l'autre, vous vous enterrez avec, quoi. Donc, c'est une tactique un peu de trader assez classique, mais qui marche vraiment bien sur les NFT. Ok. Super, merci beaucoup. Question de Benjamin. D'un point de vue technique, pourrait-on monétiser notre avatar, comme le maillot de foot sur lequel on trouve des sponsors? Ouais, tout à fait. C'est génial dans le gaming, c'est un peu. Alors, je ne connais pas ces jeux-là, hein, mais les Fortnite ou Minecraft, tu achètes une arme, mais au bout d'un temps, elle n'est pas assez forte, tu te fais défoncer par tout le monde, tu vas acheter une arme plus forte. Okay. Tu fais quoi de l'arme d'avant? Tu as juste payé, tu l'as perdue, elle ne sert plus à rien. Mais dans le Web3, si ça s'est fait sur la blockchain, l'arme que tu n'utilises plus, tu peux ou la louer ou la revendre. Donc cette notion d'échange, même chose. Donc, tu pourras acheter un skin, tu pourras revendre le skin, etc. Il y a déjà une étude qui est passée en 2018 qui est incroyable, où les gens parfois achètent, 10% des gens achètent un habit juste pour pouvoir le montrer en social media. Donc ils le montraient sur eux-mêmes pour leur selfie sur Insta, mais là, maintenant, ça va être leur avatar. Complètement. Complètement. Donc, ouais, Digital Collectibles, ça va cartonner et les plus grosses marques de luxe, ils sont. Si vous venez à la conférence, vous allez entendre pas mal de cas qui vont en parler. Génial, génial. Je vous invite d'ailleurs à y participer. J'avais préparé quelques petites questions également. On a quand même déjà pas mal. Il nous reste 20 minutes de toute façon, on a pas mal abordé de sujets. Une question que j'avais qui était, donc, quels sont pour toi les écosystèmes majeurs de l'écosystème Web3 à connaître? Alors, toute utilité confondue, on parlait, enfin, c'est-à-dire NFT, Metaverse, DAO, blockchain, tout. Et par quoi d'ailleurs sont-ils drivés? Et quels sont les écosystèmes et par quoi sont-ils drivés? J'avais pas vu cette question. Elle est un peu complexe, donc je vais donner quelques Attends, bullet points. Alors, je vais te répondre dans le périmètre que je maîtrise. Donc, aujourd'hui, tu as quand même, je sais pas, 80-90% de transactions, elles sont faites sur Ethereum. Je vous donne l'exemple de Solana, où jusqu'à présent, on ne pouvait pas acheter si on était sur iOS. Donc, c'est quand même l'écosystème utilitaire. Donc, la monnaie par défaut, c'est l'Ether. C'est ça à avoir en tête. Les plus gros wallets, si vous commencez from scratch, MetaMask, ça doit être en termes de nombre d'utilisateurs ce qui est le plus gros. Vous pouvez l'avoir soit en application sur votre browser, soit en app directement sur iOS ou Android, avec un browser intégré. Je vous invite, on n'en a pas parlé, mais à être hyper prudent et vigilant. Déjà, quand vous créez un wallet, on va vous donner une phrase magique qui vous permet de récupérer un password si vous l'avez perdu. Sauf que si vous perdez cette phrase magique, vous avez tout perdu, c'est comme votre crypto et personne ne peut rien y faire. Donc il faut être. Donc voilà, il y a Ledger qui est notre licorne française, enfin une licorne crypto française, qui est donc ce device clé USB externe qui vous permet de sécuriser non seulement vos cryptos, mais aussi vos NFT. Donc si vous avez un vrai portefeuille NFT, je vous conseille d'en utiliser un.
Donc, dans les écosystèmes, il y a Coinbase Wallet qui va sortir. Donc, si vous êtes, si vous êtes sur Coinbase, vous n'avez pas besoin d'avoir un MetaMask, en gros. Ou sinon, on entend beaucoup parler de Polygon parce qu'ils ont un avantage qui est que c'est beaucoup moins cher en frais de processing qu'Ethereum. Mais pour Solana être honnête, aussi. ouais. Mais Polygon, j'ai essayé 4-5 fois et plein de potes aussi. Et à chaque fois, il y a un truc qui ne marche pas. Il faut avoir du Matic qui est la monnaie de Polygon et le wallet ne repère pas que vous avez quand même des Matic qui vous dit que vous n'en avez pas. Et du coup, ça rajoute des frictions. Donc, moi, quand je lance un projet aujourd'hui, je dirais c'est plus cher les frais de processing, mais faites Ethereum parce que ça marche. Mais Solana, tu connais peut-être? ouais, ce que je disais, Solana, c'est très bien et ça commence à monter et c'est accepté depuis hier sur OpenSea. Et oui, d'accord. Donc ça, c'est un énorme. Donc ça va booster. Jusqu'à présent, moi, j'en ai pas fait parce que j'étais sur un iPad et que ça marchait pas. Mais oui, ça va. C'est un des gros acteurs. Ok. Donc en fait, on parle finalement de Layer 1 là, entre Ethereum, Solana, Polygon, c'est ça, c'est plus de l'infrastructure blockchain finalement, écosystème avec des cas d'usage qui sont propres au gaming et au NFT. Tout à fait. Ouais, ok. Une question, alors tu l'as clairement dit, hein, mais une question qui était comment tu expliquerais à de grands industriels qui sont encore dans le Web 2 les enjeux stratégiques du Web 3 et qui n'ont pas encore fait, qui n'est pas encore trop tard pour faire le pas. Donc tu l'as, ça c'est, je pense. Si moi j'ai une marque qui me redonne une partie de ce que j'ai apporté au Schmilblick, qui m'incentive, qui écoute ma voix, mon vote, etc. Et j'en ai une qui écoute pas, j'irai chez ceux qui m'écoutent. Ouais, c'est le reach qui Et est. il y en a qui vont pas y croire. Et comme quand moi je vendais du web en 94 et des très grosses boîtes qui disaient ça marchera jamais. Et beaucoup de très grosses boîtes de l'époque ne sont plus là parce qu'ils n'ont pas su prendre le virage digital. Et ça va être très violent. Ça va être parce qu'à l'époque ça a mis des années. Donc les mecs sont pas morts tout de suite. Ils sont morts entre 95 et 2005. Et là ça peut être un raz-de-marée en fait. Imaginons la fiction que j'ai faite sur Bookface et Facebook. Si tu avais Bookface demain, il ne faut pas beaucoup de temps pour que les gens émigrent directement là-dessus. Voilà, j'invente des trucs, mais non, mais je ouais, sais expliquer ce que j'ai dans ma tête. Donc c'est une question de communauté, d'adoption et d'utilité, quoi. Et effectivement, ça peut être très rapide, quoi, avec ce Web 3. Comment vois-tu évoluer l'économie des NFT? Alors, comme tu C'est disais, intéressant. Ouais, je pense qu'il y a deux étapes. Et donc, les projets à la con ou les projets faciles, parce qu'il y a des projets faciles qui n'étaient pas à la con, mais ils sont en train de cracher. Mais ça ne va pas cracher complètement. Pourquoi? Parce que les projets intéressants arrivent. Les projets intéressants, en tout cas, c'est ceux qui ont du volume et de l'utilité. Et qui c'est qui a de l'utilité? C'est difficile de faire l'utilité quand tu viens de lancer ta boîte, parce que tu n'as pas encore d'actifs à donner à quelqu'un. Par contre, les grosses boîtes, les McDo, les Kering, les Adidas, elles ont déjà quelque chose à offrir. Elles ont une utilité par essence, en fait. Et donc, comme elles se lancent, elles vont lancer des NFT qui sont utilitaires, qui fait qu'en fait, le marché voilà, les projets à la con vont tomber, mais le marché en lui-même va remonter très vite grâce aux vrais projets des corpos qui arrivent. D'accord. Enfin, corpo, artistes, entertainment, etc. Alors, tu as déjà donné des éléments de réponse, mais je voudrais parler plus des digital twins. Enfin, la question, c'était que penses-tu des métaverses et de leur application dans le monde du B2C, B2B et même industriel? Je pense qu'il n'y a rien aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit ou ce que peut-être beaucoup de gens vont dire dans ma conférence. Mais je dis ça et j'ai investi dans une startup dans le métavers la semaine dernière. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut parler qu'au futur, vraiment, parce qu'il n'y a pas d'user. Et pour ceux où tu dois mettre des lunettes, au bout de 10 minutes, tu as encore mal à la tête, ou ça te saoule, ou c'est trop chaud, donc tu l'enlèves et c'est pas pratique, et tu l'as pas avec toi. Donc il y a encore trop de fins de UI, UX pour que tu aies vraiment envie de passer du temps à te balader avec ton avatar dans un métaverse. Si par métaverse, on appelle Sandbox et Decentraland. Et encore aujourd'hui, si tu y vas, tu peux pas faire grand-chose dessus. Donc, mais demain,
Ouais, je pense que tu pourras unlocker des expériences dans un métaverse qui donneront accès à des choses dans la vie réelle et vice-versa. Par exemple, l'Open d'Australie qui avait des accords avec des chaînes télé pour retransmettre trois matchs, mais, ils peuvent retransmettre des 20 de plus des cours annexes dans le métaverse avec un coût qui va être ridicule. Donc, tu peux avoir une sorte d'expérience agrandie, élargie dans les métaverses. Mais tout ça, ça reste encore. Enfin, je pense que les revenus de transactions, je ne parle pas des NFT que les gens vont se vendre, mais de transactions du métaverse, c'est pas avant quelques années. Très clair. Merci beaucoup. Donc, après, c'était plus des questions liées à ton expérience entrepreneuriale. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les facilités et difficultés en tant qu'entrepreneur que tu as pu rencontrer dans chacun des pays, puisque tu as créé des sociétés aux US, en Israël, en France, et quels conseils donnerais-tu à un entrepreneur, s'il a le choix, dans ces différentes étapes de maturité de startup? C'est une question très… Ça faudrait faire un webinaire que là-dessus. Voilà, donc Si tu veux, il nous reste 12 minutes. C'est un peu… si tu veux, juste avant, j'ai vu une dernière question là Oui. Ah, de pardon. Chloé, Oui, et je je pense t'en prie. que c'est une question intéressante. Alors, j'ai écrit un article en 2017 sur la monnaie d'Amazon, la monnaie digitale d'Amazon, qui n'existait pas. Donc, c'était un peu une fiction que j'avais fait. Et j'imaginais déjà, en fait, qu'ils aient fait un token. Et pour moi, c'est une sorte de programme de fidélisation un peu, c'est un peu leur Prime, en fait. On peut imaginer que Prime, ce soit un NFT, qui puisse avoir des features, donc comme une carte de fil, et en fonction de ta consommation, tu as plus d'avantages. Si tu utilises plusieurs services Amazon, ton NFT pourrait couvrir plus d'expérience. Donc, je pense qu'un token, ils ont tellement de produits entre AWS pour les pros, mais entre Alexa, le Prime Video. En fait, pour te garder dans leur écosystème, ils vont essayer de lier dans un NFT ou dans un metaverse l'ensemble de leurs expériences, en fait, pour te garder dans leur giron. Je pense qu'eux feront beaucoup de parallèles. Hein. Vous avez aimé le match de foot, venez le commenter dans le metaverse et vous pouvez gagner un truc, etc. Donc, ouais, ils vont accepter la crypto aussi, sûrement rapidement, etc. Et, Et donc, ouais, pardon. non, pour revenir sur la question donc, entrepreneuriale, entre effectivement, on peut pas comparer, hein, mais concrètement, Ouais, des lessons learned sur des expériences entrepreneuriales aux ouais. US, en Israël, en France, et puis probablement Bah, des deux, environnements plus adaptés sur les différents types de maturité d'étapes de start-up. Ouais. ouais, donc moi, j'ai monté 8 boîtes, j'ai dû aider à investir dans beaucoup de boîtes. Donc, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vu plein de copains réussir, pas réussir. Et un peu la conclusion de 20-25 ans d'entrepreneuriat en digital. Elle peut se résumer sur quelques axes. Et après, je donnerai des particularités par pays. Mais un des axes, c'est si vous voulez entreprendre, il faut savoir pourquoi vous voulez le faire. Est-ce que c'est pour la thune? Est-ce que c'est pour voilà, la gloire? Est-ce que c'est pour la liberté? Et en fait, ça peut driver tout le reste de votre réussite ou pas réussite. Euh, Moi, au début, je l'ai fait par souci de revanche de mes études. J'étais pas content de ce que j'avais fait et je voulais prouver que je pouvais faire quelque chose. Donc, c'est ce qui m'a animé. Et c'était la notion d'aventure qui m'animait. Je pensais pas à l'argent, en fait. Et au bout d'un moment, quand on vieillit, on se dit, faut manger un peu. Un jour, je me suis dit, OK, j'arrête mes conneries. Il n'y a pas que l'aventure, faut grailler. Et donc, dans ma tête, j'ai tourné un bouton, mais c'était vraiment, ça s'est fait en un quart de seconde. J'ai dit, maintenant, je vais faire de l'argent. Et j'ai changé toute ma relation avec tout le monde dans ma vie d'entreprise grâce à ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut le faire, il faut savoir tout ce que vous voulez. Je suis devenu plus agressif, j'ai demandé à être prépayé, j'ai augmenté mes prix. Voilà. Mais j'ai tout fait en même temps, en fait. Et j'ai forcément gagné beaucoup mieux ma vie en le faisant. Et donc, déjà, c'est définir ce que vous voulez faire. Et deuxièmement, c'est lever ou pas lever. Enfin, j'ai fait les deux plusieurs fois. Ma petite expérience perso, c'est que j'ai gagné plus d'argent sans lever qu'en levant. Euh, Comme vous le savez peut-être, les valorisations sont incroyables, on lève beaucoup d'argent, etc. Mais il faut penser pas à l'article dans je sais pas quoi parce qu'on a levé, mais il faut penser à l'exit en fait. Et on n'y pense jamais, c'est trop tôt, on veut penser à notre projet, on veut penser à l'argent, c'est qu'il faut recruter.
et on ne pense pas à ce qui se passe derrière. Si vous élevez 50 millions, ça veut dire qu'il faut vendre votre boîte minimum 100, 150 millions. Minimum, minimum, minimum. En dessous de ça, vous ne gagnez pas d'argent. Et combien il y a de boîtes qui se vendent en France à ces prix-là? Très, très peu. Très, très, très peu. Donc, il n'y aura pas un credit crunch, mais on va commencer à avoir des stats. Je crois que ça arrive, mais forcément, il y a plein de gens qui n'ont pas envie que ça se sache trop. Mais j'aimerais bien savoir sur 100 boîtes qui ont levé entre 2016, 2017 et 2022, il y en a combien qui se sont vendus par rapport à quel montant par rapport au montant levé. Et quand vous regardez la rentabilité des fonds, vous avez la réponse. Il y a peu de fonds en France qui rendent 2 fois l'argent aux investisseurs. Donc en fait, il faut que vous sachiez que si votre idée, c'est de lever de l'argent pour faire un bel exit, vous avez peut-être 10% de chance d'y arriver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais vous avez intérêt à être super bon et chanceux aussi, parce qu'il en faut. Et surtout, si vous êtes en France, on gagne de l'argent. Si vous regardez les exits en France, la grande majorité, ou les gens qui ont bien réussi, c'est dans le service. Voilà. Dans le service, les ESN, les agences X, Y, Z, elles gagnent très très bien leur vie. Elles n'ont pas besoin d'argent, ou alors du friends and family pour Kickstarter, mais vraiment pas grand-chose. Et ça peut marcher très bien. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les vendre. Le marché est plus liquide qu'avant pour du service. Mais ça dépend de votre situation, de votre projet, et si c'est franco-français, etc. Il n'y a pas que des tech business, SaaS, B2B aussi. Donc, il faut savoir pourquoi vous voulez être entrepreneur. Est-ce que vous devez lever l'argent ou pas? Il faut avoir la tête froide là-dessus et connaître les implications dans 10 ans. Et ça, c'est extrêmement dur. Comment l'avoir en tête? Et après, la différence, je ne vais pas être bon sur ça parce que moi, je suis d'une génération où j'étais entrepreneur à 21 ans, les gens me regardaient de travers. En 94, déjà, même pas dans le web, juste dire que tu es entrepreneur quand tu as 21 ans, les gens se foutent de ta gueule. Je te raconte. C'était comme ça. Hein. Et alors, en plus, dans le digital, c'était trop dur. Il n'y avait pas de Business Angel, il n'y avait pas de Station F, il n'y avait pas de machin, il n'y avait rien. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile. On clique et on va savoir ce que c'est que tel techno. On a un cours fait par le meilleur prof à Stanford ou à Harvard. Ça n'existait pas à mon époque. Donc, sur la France, moi, ce que j'en ai gardé, c'est que c'était super dur d'entreprendre. C'est que ma banque, elle ne me faisait pas de prêt parce que j'étais entrepreneur, parce qu'il n'y avait pas d'argent si je voulais faire des gros tours de table à l'époque. Donc, tout ça, ça ne marche plus, en fait. C'est plus vrai. Mais quand même, en revenant des US, je vois quand même, on reste frileux, même si tout va beaucoup mieux, que la nouvelle génération est incroyable, ils parlent beaucoup plus. Ils parlent super bien anglais, déjà, c'est énorme. Ils sont super tech-savvy, ils sont beaucoup plus entrepreneuriaux que nous, on l'était il y a 20 ans en général. Donc ça, c'était vraiment un truc incroyable quand je suis arrivé. Je me suis dit, waouh, ils ont 10 ans de plus de maturité que nous à leur âge. C'est fabuleux. Par contre, chez les corpos, il y a encore des ronds de cuir, il y a encore des gens qui sont accrochés à leur cravate et qui vont rester accrochés jusqu'à la retraite avec, quoi. Donc, il y a peu de prise de risque. Et ça, c'est dommage. Donc, des boîtes vont mourir parce qu'elles prennent des bons virages. Et en plus, elles sont souvent hautaines. Et ça, c'était un truc qui est très désagréable, en fait. Quand on revient d'un pays anglo-saxon, aux US, de revenir, non, mais ça ne marchera jamais, mais tu racontes des conneries, machin, c'est n'importe quoi ton truc. Moi, j'ai plus la patience, en fait. Ça, j'entends encore trop et donc ça me casse la tête. Je vous donne un exemple qui m'a vraiment marqué aux US. Donc, j'étais aux prémices de mon projet, j'ai vraiment un concept. J'ai réussi à joindre le CEO de c'était Fandango. C'est l'équivalent d'aller au ciné, mais chez l'US, boîte cotée au Nasdaq, énorme. J'ai fait un pitch de 15 minutes. Il me dit, écoute, ton truc m'intéresse, viens me pitcher à Los Angeles, etc. Je fais OK. Je m'en ressens avec mon assistante. Très bien, merci. Il me rappelle une minute après, il fait, attends, je viens de penser, tu es en train de monter ta boîte, donc tu n'as pas encore de thunes, donc je t'envoie un billet d'avion et un chauffeur pour t'amener me voir. Incroyable. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, Deuxième exemple, il fallait que je structure avec un cabinet d'avocat. Je ne connaissais rien comment lever de l'argent, structurer ça avec des gros fonds et tout. On me recommande un avocat par hasard. J'arrive, le mec, il a son nom sur le building. Le building, il fait je ne sais pas combien d'étages. Putain, comment je vais payer
fait un premier rendez-vous, il ne parle pas de prix, je commence à transpirer. Deuxième rendez-vous, il ne parle pas de prix. À la fin, je dis, et ça, je vous dois combien? Comment ça va me coûter? Il me fait, écoute, c'est très simple, t'inquiète pas. Si tu ne réussis pas ton tour de table, je ne te facture pas. Mhm. Et on parlait de quoi, 150 000 balles de fees pour un premier tour de table. Et donc, il joue. Voilà, donc cette prise de risque, Mhm. on l'a pas encore. Donc, mais en même temps, les inconvénients, c'est que là-bas, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus cher. Il y a une compétition qui est acharnée. Mhm. Nous, Français, on a des billets, c'est qu'on fait plus attention à l'argent. Là-bas, ils viennent, c'est tapis de bon. Si ça marche pas, c'est pas grave, ils feront autre chose. Parce que nous, on veut que ça marche. Mhm. On fait plus de boîtes zombies aussi, ou bon lifestyle, mais il y a moins de boîtes qui explosent parce qu'on n'est pas all-in, comme ils Mhm. savent le faire. Et en Israël, je pense que c'est un bon exemple parce que c'est un micro-pays, ils n'ont pas de marché, ce qui est leur avantage. Ils sont obligés tout de suite d'aller chercher les marchés Europe, US ou Asie. International. Euh, et donc, quand ils commencent tout de suite sur des marchés qui sont plus importants que le nôtre, on a tendance à aller chercher que sur le marché français. Mhm. Ouais, c'est Ils intéressant. sont agiles, ils sont très tech. Mhm. Euh, du coup, ils ont un assez gros avantage. Ouais, super synthèse, hein. Merci beaucoup déjà pour tous Je ces t'en prie. éléments. Excellente, enfin, super réponse, merci beaucoup. Ensuite, on a une question donc, sur plutôt les métiers. Euh, donc, typiquement avec un background en finance corpo traditionnelle, quels sont les métiers que l'on peut viser dans l'écosystème Web3? Et quelles sont les startups qui recrutent dans ce domaine en France, si éventuellement tu as des noms à conseiller? Bon, alors pour répondre à ça, Euh, peut-être très dernièrement, là, ouais. on a fait un Blockchain Skills and Jobs, le deuxième épisode, là, c'était fin mars, d'ailleurs, qui est publié sur notre site blockchain-hec.com et le replay est disponible. Et en gros, il y avait donc Ledger qui pitchait et aujourd'hui, il y a à peu près 400 recrutements chez Ledger et il peut avoir des jobs intéressants. Alors, en corpo traditionnel, il y a probablement à Alors, identifier ouais. effectivement. Ouais. Alors, je pense startup, moi, il y a des fonds. Il y a des fonds qui sont en train de se créer. Mhm. Donc là, faut aller voir les fonds. Il faut regarder sur Twitter lesquels se bougent le plus, en fait, c'est simple. Mhm. Et côté startup, il y a peut-être celles qui font la partie DeFi. DeFi, c'est quoi? Vous avez une boîte comme Nexo, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent mon Bored Ape et ils vont le prendre en collatéral et ils vont me prêter de l'argent en fonction. Donc, ils vont me prêter 20, Mhm. 30, 40% de la valeur du Bored Ape. Mhm. Et donc, il y a toute une finance qui se fait autour des actifs, c'est des nouveaux actifs, en fait, hein. Donc, il y a des produits dérivés euh, qui vont se faire autour, purement financier, autour des NFT. Donc, je regarderai cet angle-là. Mhm. Et également, je conseille, alors je vais vous mettre le lien dans le, mais il y a un site qui est un fonds et qui investit dans beaucoup de sujets, de projets prometteurs qui s'appelle coinfund.com, qui est un fonds basé sur New York aussi. Et effectivement, sur leur site de carrière, il y a tous les jobs des startups dans lesquels ils ont investi. Et c'est Et ils seront là à la conférence. et ils sont à la conférence, super. Vanessa Donc, Grolet sera là. excellent, parfait. Et c'est d'ailleurs à elle à qui je pensais. Donc, je vais vous mettre le contact, enfin, en tout cas, le nom du site. Et je vous conseille d'aller voir sur leur site carrière qui recense un grand nombre de jobs dans la DeFi et au-delà dans le Web3, donc dans la finance décentralisée et dans le Web3. Une question notamment de Nicolas. Alors, dans les dernières Je l'ai questions, lu. hein, tu Ouais, l'as lu, vas-y? Ouais, je t'en prie. ouais, donc rapidement, faut que je vous laisse, je suis Ouais, désolé, mais pareil. Ouais. en fait, ma réponse est un peu à côté, donc je ne sais pas quelles sont les choses que ce smart contract, c'est juste que j'ai vu une boîte passer il y a 2 semaines, je crois que ça s'appelle Origin, et en fait, elle te donnait un certificat aussi c'est plutôt pour les digital twins, donc si tu as une œuvre d'art en physique et que tu veux aussi en faire un NFT, une sorte de certificat d'authentification qui te permettait de prouver que que l'un correspondait bien à l'autre. Mais pour l'instant, il n'y a que les smart contracts dont je suis au courant. Ok. Michael, merci infiniment. Merci beaucoup pour cet échange. Merci de Ton m'avoir retour, reçu. c'est vraiment super. Écoute, j'espère qu'on aura d'autres occasions cette année de se revoir et d'échanger comme ça sur faire un petit point, notamment sur le Web3 et puis des techniques de marketing, hein, parce que c'est vrai que
Ça a été aussi une grosse partie de ta spécialité dans ta Et si carrière. vous voulez me joindre, Amarmic, Amarmic sur Twitter ou sur LinkedIn, vous pouvez me trouver assez facilement.